So tell us a bit about this figure of Mickey Mouse, and how did the audience play the role? How did they react to this? Did they have also an active role to play? Hello. It was a bit weird because this was not the actual final produce of anything. This is the principle of refiction, where the thing that is happening is also here to be shot and to be shown afterwards, like just a shooting. I need the audience to be here because they are part of this chemistry to be mixed all together with the piece. This character that appeared because of the Shy Mist, he was focusing on the actual comfort of the seated audience more than on the pieces, and so this character is emerging from the projection the Shy Mist is making of an audience. And I will try to tell all the chapters because I can be part of the understanding of it, so the audience has the whole background of the story, and they will decide what is about to happen, and the final chapter will be l'état de siège, the state of siege, where we build the siege. I see it. So that is the next chapter to come. Yeah. Bonsoir. Donc un parchemin contre la mélacélidophobie et un petit trousseau pour la promenade. Bonsoir, un parchemin contre la mélacélidophobie et un trousseau pour la promenade. Sans trousseau, vous êtes perdu. Un petit parchemin contre la mélacélidophobie, un trousseau pour la promenade. Est-ce que tout le monde a bien eu ton parchemin contre la mélacélidophobie et ton trousseau pour la promenade? Alors, bonsoir à tous. Donc, là, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est mon premier numéro de Bucoloquie. Donc, je vais vous expliquer des choses. Donc, c'est moi qu'il faut regarder, pas lui. Lui, on s'en fout. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je vais essayer de vous expliquer pourquoi Paul-Jacques Guilbert s'est retrouvé en caleçon et pourquoi moi, j'ai été mis à l'échafaud. Donc la mise à l'échafaud s'est passée dans les épisodes précédents du procès de l'état de siège qui a amené cette distinction, donc cette séparation systémique entre l'avatar, moi, lâche, l'auto-essai superficionnel hypermédiatique, et le personnel incarnant, Paul-Jacques Guilbert. Donc j'ai été privé de mon mode d'expression, de mon adresse, et Paul-Jacques Guilbert ne s'est jamais autorisé lui-même à s'adresser directement. Donc on est obligé de passer par ce filtre, donc surtout ne le regardez pas, regardez-moi. On va reprendre donc ce bilan. Donc il y a un processus de méta-audiencification. Donc vous êtes la strate 3 de l'audience. Et on va voir plusieurs extraits. Donc j'ai un propos interstitiel ce soir. Et je vais essayer de compléter au fur et à mesure. Donc je vais libérer Paul-Jacques Guilbert parce qu'il faut qu'il se prépare. Je vais continuer à parler. Je ne bouge plus, mais c'est toujours moi qui parle. C'est moi qui parle, c'est moi qui parle. Vous m'écoutez, vous ne le regardez pas. Alors, Paul-Jacques Guilbert, son petit problème, c'est que avant, il servait à me donner les voix.
et qui lui permettait de trouver position face à vous. Et depuis, on a été donc, séparés. Donc Paul Jackie Guilbert n'a pas le droit de s'adresser à vous directement. C'est pourquoi c'est Jackie Guilbert en caleçon. Donc caleçon de calce, calceus, la mise à pied. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas pu... Alors, vous allez voir, je ne peux pas répéter les choses dans le sens où elles ont déjà été réaffectionnées, et surtout parce qu'il s'avérait que j'ai essentialisé l'audience à travers Mickey Mout, que vous allez rencontrer au fur et à mesure de notre pérégrinations. Vous voyez tout ce qui se passe ici, c'est passé à la Chauperie, c'est là où je travaille d'habitude. Et donc, j'ai proposé à Paul Jackie Guilbert d'incarner l'audience. L'audience, le spectant et ressentant que vous trouverez dans le vestibule, que vous comprendrez plus tard. Donc l'idée, ça a été vraiment de lui dire, mets-toi dans un état mimétique et essaye de t'incarner pour, je vais te dire, pour l'occuper, parce que pour il est un peu paumé, quoi. Donc je vous laisse l'écouter, surtout soyez sans avec lui, il ne sait pas comment on fait, et regardez par ce film. Alors, bienvenue à toutes. Donc aujourd'hui, je vais faire un espèce de petit bilan. C'est de la reverse chemistry, donc de la chimie inversée comme il y a la reverse ingénierie. Donc on va partir de l'état actuel de la solution, de ce que j'essaye de trouver, avec toutes les modifications, et après je vais revenir sur les différents solvants, les différents solutés qui ont été utilisés pour arriver à cet état. Le flux va être assez rapide. Le but, c'est que vous soyez tous remplis de la même manière en tant qu'éprouveurs à la fin pour pouvoir m'aider à prendre une décision en termes de réaffliction et de la suite de la réaffliction. Donc je lance tout de suite par la première étape. Donc là, on va aller voir du côté du solvant très vite pour vous expliquer un peu ce qu'est la réaffliction. Donc il s'agit d'un changement d'échelle. Donc on zoome dans un autre état, on redézoome, enfin on règle le truc quoi. C'est la réaffliction. Ça s'est passé il y a 12 ans maintenant, puis ça a été réactivé, il y a eu plusieurs étapes. En fait, ça se passe, c'est l'histoire de ce fluide réafflictionnant qui s'appelle le milk, donc qui est un mélange entre le milk et l'ink, qui est la solution en fait pour asseoir la théorie quantique, et sont donc point d'accointement avec le modèle standard. Vous savez qu'il y a une difficulté. Et la résolution du problème du Horla. Je me laisse vous l'expliquer. Bonsoir à toutes. Je vais vous parler de quelque chose qui est assez important pour moi. C'est assez fondamental. Je pense que Mac vous a dit assez rapidement, mais c'est une découverte physique de premier ordre qui va se passer aujourd'hui, ici, ce soir. Voilà, c'est lancé. Donc, je m'appelle le chimiste, donc je suis un mélange entre le chimiste qui joue des chimes anglo-saxons, qui joue des percussions, et le chimiste francophone. Et donc mon rôle, c'est d'intervenir sur la réaffliction, donc d'entrechoquer le réel et la fiction, pour en faire une nouvelle apparition qui serait donc cette réaffliction. Donc ça, c'est ma mission. Je vais donc prononcer la mission. Alors, ici, on va se consacrer à essayer de résoudre donc, le problème donc, du 07 06 87. Les notes, c'est juste pour exciter l'encre, hein, vous comprendrez pas. Donc, c'est le problème du récipient qui se vide tout seul. Le problème fondamental du Horla, qui a été traité de multiples fois depuis 87, depuis ce dernier siècle qui s'est écoulé. Donc, il y a eu plusieurs interprétations qui ont été faites. Il y a eu notamment l'alcoolisme, la drogue, des créatures venues de l'espace à base d'eau. Il y a eu l'homosexualité refoulée par l'option cinéma du Sept Sens, qui est une drôle d'interprétation. Et dans la version de Koch, on a aussi la version qui est l'ennui, qui va plus nous intéresser ici.
Donc tout ça pour vous dire que tout ça, selon Klein, ça se diviserait en deux catégories. Les catégories, donc les interprétations ontologiques et les interprétations législatives. L'interprétation ontologique essayant de plier le réel à la théorie et inversement pour le législatif. Donc tout va être ni dans l'un ni dans l'autre. Donc pour ça, on va faire appel à un vieux système. Donc c'est le modèle du barrage. Donc le barrage il est là. Alors j'accélère, mais en gros le modèle du barrage, son but c'est de... On prend tout ce réal, qui est un réal donc dynamis, c'est un réal delta. Le réal delta qui est dans l'entéléchie aristotélicienne, le réal en puissance, qui va intégrer ce réal là-haut, qui est le réal ergon, celui-là, et il transite par là pour aller dans la fiction. Le réal, la fiction, et le problème c'est le problème du barrage, c'est de comment il se passe du réel vers la fiction, et vers notre interprétation imaginative. Donc il y a, en gros, la solution ça a été de faire des micro-perforations dans le barrage, et c'est intéressant de passer au superfluide. Et pour ça, on a créé donc un nouveau superfluide, qui est un nouveau boson d'ailleurs, le boson réaffliction, donc le R tilde médian, qui vient clore le modèle standard, qui permet en fait de relier, qu'il n'était pas, la théorie quantique avec le modèle standard, en disant que ce boson réaffliction, c'est les 66% de matière noire de l'univers. Et à force, on a donc normalement suffisamment réexcité notre MIC pour que ça réafflictionne. Bon, c'est pas très impressionnant comme ça, mais c'est une découverte physique de premier ordre. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai utilisé ce milk, donc ce mélange d'ink et de milk, ce damier, cette matière noire qui n'est pas vraiment noire en fait, qui est de matière à damier, qui permet donc de poser ces moments de réaffliction par expression de l'encre qui vient inspirer le milk dans le réal. En gros, je vais très très vite. Donc ça c'est le solvant initial de Schremsera 1.1. C'est là-dedans que j'ai voulu sédimenter donc la triade aristotélicienne, encore Aristote, de l'espace, enfin de l'étendue, du temps et du mouvement. Donc on va retourner dans notre échelle. On va retourner dans le volume avec vous. Comment vous faites? On a déjà mes organes, ils sont à l'intérieur. Donc, ils ont priori, Peut-être qu'on peut faire déjà fait des méthodes. De gloire acquise ailleurs, le monture a fait des poussières élevées, de sa tige lance confortée il s'avance, où donc chevauche tu vas le rejeteur, où donc cette voix résonnant discourra. Quelle est donc cette voix résonnant discoureur qui sait d'enfer prédateur, ni ceux qui tentèrent les chimères de l'entraire, dans l'occulte fin d'en donner le destin. Je viens donc des saints, toi batteur de sous-diégèse. Je viens ton dessein, observant Seigneur. Je viens ton dessein, observant Seigneur. Priez mon dessein, observant initiateur. Si je suis cher, je l'extracte et le tard. Pour de tes tribunes, faire des concepteurs. Quand je sur l'espace, je place pour faire d'assistance.
Et on va passer à notre premier soluté, qui est donc cet espatio du Dissecador Sacrificante. Donc c'est un auteur spécifique, il s'intéresse à un espace particulier, puisque c'est un espace qui se donne comme plusieurs couches qui deviennent un exosquelette qu'on se fabrique autour, se protéger de soi et de l'espace de soi projeté. Donc je vais me laisser vous le montrer. Donc là, c'est le système d'assises. Donc toujours, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau de la chimie, il y a le niveau de l'assise, il y a le niveau de la fiction. Là, vous avez vu comment on gère l'opération en rapport à ce qu'elle est dans ce motif particulier. C'est pour valoriser les éprouveurs, parce que le Dissecador Sacrificante est un grand éprouveur. Vous allez le comprendre avec l'anecdote fondamentale. En 2008, en septembre 2008, a filmé ce scarabée, donc un Lucan cerf-volant, sur le sol de sa salle de bain. C'est une cabine de douche. Et il s'avérait qu'il l'a trouvé donc agonisant sur le dos, il l'a remis sur ses pattes à l'aide de cette goulotte. Le scarabée donc évoluait dans la cabine et allait réescalader le mur pour... Voilà. Et il retombait. Systématiquement, donc c'est arrivé un certain nombre de fois. Le Dissecador a commencé à se dire qu'il y avait là quelque chose, et donc il s'est lancé dans une espèce d'étude comme ça de comportement. Donc, il s'était dit qu'il y avait certainement donc, ce dieu projeté par ce scarabée qui était en attente. Il attendait sur le dos à l'agonie et il attendait qu'on le libère de quelque chose. Et donc le Dissecador s'est dit qu'il y avait certainement ce dieu homomorphique, donc entomomorphique pour l'occasion, qui venait le sauver systématiquement, sur lequel il comptait intégralement. Mais ça n'expliquait pas vraiment pourquoi il évoluait comme ça dans l'espace. Pourquoi, une fois remis sur ses pattes, il n'arrivait pas à intégrer cette notion de gravité. Cette notion de l'espace, quand il y a une cloison, la gravité empêche de monter sur la cloison. Et donc il a commencé à produire ce qu'il appelle la féssie. C'est une prophétie à laquelle il a enlevé Metal Pro, donc c'est une féssie pour tout le monde, il n'y a pas de destinataire particulier, ce qui peut en fait revenir à une espèce de logorée à terme. Donc la féssie est basée sur la construction d'un exosquelette. Comment on se protège contre un monde qui peut-être se protège lui-même de nous. Donc il y a 3 parts, donc le prototype c'est cette chose, donc la chose physique, donc ce qui permet de consulter le proposal. Donc, vous voyez. Et donc voilà, donc ça permet de déambuler de manière, comme vous voyez, assez... On pousse. C'est de la chimie, quoi. Voilà. Donc vous voyez ce mode de théatron que j'avais un peu décidé de mettre en place pour pouvoir divulguer la parole de cet exosquelette, qui est une parole étanche, et comment la faire fuir. Donc là, on s'appuie pour ces trois solutés sur 3 distinctions de l'assistance, donc de vous. Donc quand je veux dire vous, c'est une projection que je fais de vous à travers toujours Mickey Mout qui est là-bas. Donc il faut voir que là, je fabriquais les porte-tubes dans cette espèce de théatron à 2 rangs qui était dans la classification de Marie-Madeleine Mervanroux. Le moment de l'éprouveur au sens physique, l'assistance qui ressent dans les tripes. Et ce qui m'amène au problème que j'ai rencontré, c'est-à-dire que ce soluté n'était pas miscible dans le solvant et que donc on a eu une précipitation et la précipitation s'est sédimentée en ne se résolvant pas donc dans mon fluide réaffliction que j'avais proposé de mettre en place. Ce qui s'est passé, c'est que donc, cette sédimentation donc, de CDO, acidéo, acidéré, à CDO c'est de l'assise, comment on s'assied, mais c'est aussi CDO, c'est aussi la graine, seed, mais aussi comment on ouvre le passage à la selle, le passage à l'évacuation. Donc il y a quelque chose comme ça, ce sédiment, cette sédimentation qui venait s'asseoir à la place de l'audience que j'essayais d'asseoir. Donc j'étais en train de sacrifier en rendant sa parole étanche, intelligible à tous, j'étais en train de le sacrifier et de l'éclater au monde, ce pauvre Dissecador Sacrificante. Et donc il y a un dernier sursaut d'agonie, disons, dans la parole de Kramer. Authority. Not that kind of authority, but knowledge of the Lord. As it is. It is.
Donc c'est vraiment ce geste d'impuissance que j'ai pas compris sur le moment. Alors j'ai dit que je ne ferai pas d'excuses aujourd'hui, donc je ne m'excuse pas. Je l'ai tué malheureusement. Je pensais l'aider à diffuser son propos. Il y a eu une incompréhension, voilà. Donc en gros, on en reste là. Donc, pour l'instant, il semblerait en fait qu'on ne reste pas là, mais pour l'instant, il vaut mieux que ça reste comme ça. Et donc c'est son système pour parler très succinctement. C'est 3 couches. Donc il y a l'endocuticule, la cuticule, l'exocuticule. L'endocuticule, c'est les définitions arbitraires. Les définitions arbitraires qui sont des définitions de l'espace comme coordonnées, comme subdivision et comme orientation, qui peuvent se retourner contre un être et le faire tomber à l'infini, comme on l'a vu dans l'anecdote fondamentale. Et il s'est fabriqué un système d'endurcissement, de fabrication de cuticules par le fouet, notamment. C'est pour ça que c'est lui l'éprouveur, le ressentant en termes physiques et ressentant en termes intestinal, disons. Donc les rangs que j'ai promis avec le Sherman sont ces rangs qui permettent aux spectateurs de se protéger, de se confiner, comme le faisait le Tsiekador. En fait, je vais subtiliser son moyen de protection, je l'ai éclaté au monde, ne lui laissant en fait plus grand chose de ce que son discours s'engageait à faire. C'était un discours qui était fait pour rester privatif, imperméable à l'extérieur, et je l'ai sacrifié. Et une fois qu'on l'a sorti de cette cabine pour le remettre dans ce qu'on pensait être son milieu, c'est avéré que son milieu était en fait la cabine et qu'il est mort. Voilà, je suis pas fier de ce moment. C'est les aléas de Shine Zera. Donc l'ère des Shine, chaque soluté est une chimère qui a été sacrifiée. Et donc je me suis retrouvé avec vraiment ce cadavre sur les bras. Et donc mon rôle, c'est toujours de faire cette liaison des chimères à vous Mikemut. Je me suis dit que j'allais les couper pour en faire des bancs, les spectateurs, donc c'est la fameuse mise au banc, pour que vous puissiez à votre tour vous asseoir. Faute d'asseoir le propos de l'exosquelette, du Tsiekador sacrifié Kanté. Donc ça c'était le premier chimère soluté. Donc premier échec avec le solvant et affliction, première éjection. La deuxième soluté, c'est celle du thé. Du thé comme temps, thé infusé ou thé comme time. Il se pose comme un thé assez particulier. C'est un thé comme une projection. Il y a un intervalle qui est donné depuis le début de la projection. Juste pour 2 secondes, l'opposition théatrone-skéné. Donc le théatrone comme porte-tube et la skéné pour les chimères.
On a décidé de se mettre autour du dispositif. C'est un dispositif qui s'appelle Metatarsus Varus T42. T, le temps pour 2. Et là, on met en place un système qui permettait donc de décaler cette dualité. On prend ce tour de potier avec 4 jambes. On fait que vous puissiez l'entendre à plus que 2. Ça me semblait être une bonne idée pour faire partager plus rapidement cette chimère donc du T. Vous allez voir l'anecdote fondamentale. Je vais lui réexpliquer la petite théorie. J'ai appris que les plans n'existent pas. J'ai appris qu'on ne découvre le sens d'un travail que lorsque le travail est terminé. Alors, voyez-vous, vous prenez ces soucoupes, vous les empilez les unes sur les autres, ça fait une espèce de tour. Et cette tour prouve l'existence de Dieu. Mais en commençant la tour, vous n'aviez voulu rien prouver du tout. Très mauvais. Hein? C'est bon, c'est merveilleux. Très mauvais. C'est merveilleux. Et ça ne nous engage pas tellement. Heureusement. Imaginez que ça nous engage. Ce serait terrible. Voilà, donc là c'était... vous avez vu pour le premier soluté, j'étais en herméneute, donc j'interprétais et par moments je divulguais le sens caché du propos protectionnisé de Dissécador. Là, je suis vraiment beaucoup plus du côté technique, donc je rendais cette machine intelligible au plus grand nombre, en lui donnant cette espèce d'autonomie, ce leurre, qui faisait qu'il pensait s'adresser à une dualité comme il était pensé pour, alors qu'on ne le faisait plus. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend ça comme un motif, l'empilement de soucoupes, les soucoupes à fondation, les soucoupes à cale, selon qu'on définit ou pas le sens de l'empilement en amont, ou qu'on laisse l'empilement se faire et qu'on mette des cales. Donc les cales, c'est des cales en bois, des cales Wedgwood, qui est une marque de poterie. Donc il y a 3 échelles de poterie. Il y a la micro-poterie qui est l'échelle de la proposition, il y a la macro-poterie qui est l'échelle du proposant, l'échelle du potier, et la micro-poterie qui est ce tipote supérieur, qui va remplir ce système par remplissement et écoulement du T. Qui vient en fait donner naissance à cet empilement comme projection. Très succinctement. Là, l'idée donc de ce cercle, le problème que j'ai rencontré entre autres, et qui a amené la revanche au cours de la démonstration de Paul Wedger, c'est que j'ai éclaté l'audience, je lui ai donné une autre audience, alors que lui avait déjà un système d'audience formulé et pensé. Donc il avait 2 classes, la classe des léporidés et la classe des testudines. La classe des léporidés étant divisée en 2 types, le lièvre de marche et le lapin blanc. Et moi j'ai posé tout le monde comme lapin blanc et j'ai éclaté le propos. Ce qui fait que j'ai détruit sa manière à lui. Et c'est là qu'il prend sa revanche. Est-ce que ça vous ennuierait de reprendre ce que, parce qu'on n'a pas pu l'avoir tout à l'heure dans votre théorie, votre exemple des soucoupes? Il faut tirer des soucoupes? Bon, ben, je veux bien. Attendez, je vais prendre une soucoupe. Ouais, il y en a une autre également. Alors vous me direz quand vous voulez.
Donc voilà, donc évidemment ça m'était adressé directement, parce que la cloche c'est en tant que chimiste qui joue des chimes, donc je suis ce céramiste dont il parlait, le mythocéramiste. Ce qui s'est passé, parce que ce que je l'ai poussé à faire en fait, c'est à créer cette boucle, ce Thor qui pour lui est insultant, parce que c'est hors de la projection de l'empilement, c'est-à-dire que c'est un empilement qui se replie sur lui-même, et le pousser à faire ça, c'est sacrifier son propos. Donc, encore une fois, cadavre mis au banc. Pourquoi pas, une fois qu'on y est, autant y aller. Et là, on avait donc dans la classification de Mervan-Roux, que je prends toujours en sens inverse, parce que c'est de la reverse chemistry. Si on était avec l'audience, donc de l'assistant, de l'assise, on a eu l'assistant assis comme écouteur, comme celui qui utilise l'organe des oreilles, comparé au ressentant de l'exosquelette. Et là, on arrive au spectateur du specto, celui qui donc voit. Je me laisse vous l'expliquer. Alors maintenant, on va passer, on est déjà en fait dans Woolen Wings, le CNIT 3 d'Apotil Mataum Fago par le mouton glaucon, qui sera notre bande d'insolation. Alors, pour revenir à moi, le chimiste, pour l'espace, j'étais donc agitateur en tant qu'exégète. Pour le temps, j'étais donc un opérateur. Et maintenant, on va passer à un état d'agitation qui clôt l'ère des chaînes à proprement parler, c'est-à-dire l'incarnat. Donc je vais passer du statut de l'état de chimiste à l'état de mouton glaucon. Voilà le bilan, mais pour le specto, vous avez vu ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris les assises des porte-tubes et je les ai mises comme l'assise principale, finalement le propos de ce CNIT d'Apotil Mataum Fago. Vous nous servirez de mouton. Que je vous serve de mouton, moi. Je refuse de faire le mouton. Rassurez-vous, c'est évident. Alors tout était résumé pour la problématique qu'on a rencontrée avec le mouton glaucon quand je me suis proposé de l'incarner et de le faire incarner par cet endroit que j'avais normalement réservé aux spectateurs, donc le faire redevenir audience, alors que lui son but c'est de s'émanciper du statut d'audience et de devenir plus le montreur. Un système pour ne pas s'ennuyer. Donc là, il y avait la dichotomie, donc on avait le sensible, par rapport à l'âme, l'intelligible par rapport au soleil, et il a fallu trouver une troisième instance qui était l'invisible. Il était en fait là, parce que bien dans la caverne, on se dit l'homme est seul, face à lui-même, il n'a pas de rapport à l'autre, si ce n'est par l'ombre. Comment va-t-il développer une technique pour interagir dans ce statu quo? Ce qu'il a, c'est la pelucambinus, la peluche du nombril.
Donc il peut la tisser sur un tricotage, comme celui que j'ai montré, et jusqu'à obtenir une capacité en wireframe à produire des formes qui sont filtrées par l'ombre des montreurs et permettront d'agir sur le Donc cette peluche du nombril qui nous permet de répondre à cette volonté d'émancipation, de ne plus rester en Cornadie, ce qui est un peu tout. J'aurais pu m'en rendre compte peut-être, tout le propos d'Apotimata omphalou. L'Apotimata omphalou, la Peloca umbilicus, la peluche du nombril, que l'on tisse pour trichotomiser le réel projeté, enfin pas le réel justement, l'Aletheia projetée. Donc l'Aletheia c'est cette Unverborgenheit, l'ouvert et sans retrait, qui est ce mouvement de découvrage, de révélation et de reconcelage, qui est l'essence du mouvement de la quête du mouton glaucon, qui vient apporter une autre réponse au dialogue poétique dans lequel il est bloqué depuis des siècles, en essayant de vivre cette émancipation, parce qu'on parle de la polyphémisation, ce passage au Cyclope, ce passage par Khnum, par Arsafès, et à toute une série comme ça de créatures morphologiquement divergentes pour devenir du moumin ou un luton, qui sont ces propositions d'échappatoire et de sortie de la caverne. Donc en lui conférant un statut dans une réaffliction, en lui imposant le principe de réel et de fiction, alors que lui il est bloqué dans l'Aletheia, j'ai complètement retourné le problématique, où lui en fait il venait voyager entre différentes réalités et différentes fictions, sans qu'il y ait séparation entre les deux. Ma réaffliction l'a poussé aux limites de sa quête, et c'est ce qui a amené sa chute. Ce que j'avais pas prévu, c'est que il se jetait en fait dans ce qu'on a vu là à la fin, dans son propre nombril de lumière, c'est Manipura, le siège de l'égotisme et du solipsisme absolu. Et le mouton glaucon a malheureusement fini en méchoui. Là, j'avais assis les spectateurs sur des fauteuils du thé et de l'espatio. Son Aletheia a été brûlé donc entre les résidus des spatiaux, les restes du thé et l'Aletheia qui va flamber au milieu. Donc pas de mise au banc direct à proprement parler. Vous voyez que cette proposition était débenchée, mais quand même on est resté sur un nouveau sacrifice. Donc ce qui nous amène à un autre temps. Je suis sorti de ça. J'ai un peu réfléchi et j'ai commencé à poser la question du solvant. Donc les trois solutés ayant donc échoué pour fabriquer une solution, je me suis dit qu'il fallait que je change de solvant. Donc j'ai emprunté cette histoire d'éprouveur et d'assise. Il fallait que je pense cette notion d'audience tube. Et donc je suis allé emprunter la figure de Mickey Mout à Pierre Mertier.
Donc voilà. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a donc recréé le mouvement vers la chimère Gestalt. Donc il n'y a plus besoin des gradins pour reproduire donc, cette montée vers la LTIA et la consommation des 3 solutés. Donc c'est la fin, l'utilisation de la réaffliction comme solvant, comme ça a déjà été dit. Et l'idée ici, c'est d'essayer enfin de comprendre pourquoi Michémout, dont vous voyez la création, a été une solution apportée à cette question qu'on se pose. Est-ce que je peux avoir de la lumière, s'il vous plaît? Donc là, c'était notre régisseur préféré, c'est Glenn Gould. C'est toujours moi qui parle. Voilà. Donc ce qui vient de se passer, c'est qu'on a essayé de faire une ascension. On a essayé de faire une ascension pour recréer cette situation face à la LTIA, donc de testuberiser l'auteur, ce qui nous a amené à la mélacidophobie, parce que l'auteur a fait éclipse de la LTIA. Donc c'est un problème. Et ce qui nous a amené à la deuxième partie, c'est le moment où il faut réactionner en peut-être recréant la figure de Michémout, non pas par l'auteur, mais en revenant à sa racine. Donc c'est le moment où le parchemin permet d'éclairer la promenade. Donc je vais vous demander de faire un peu un séance confus, un peu tendu. Vous pouvez tousser, vous me sentir mal à l'aise. Et on va refaire l'interprétation gouldienne de la promenade. J'ai jamais joué avec ça, je sais pas trop. Donc là, on est passé, donc vous avez dans les Gouldies, vous pouvez lâcher le parchemin pendant un petit moment. Dans les Gouldies, vous avez l'explication, donc c'est les 3 niveaux de réaffliction. Je vous laisse regarder ça, on ne va pas revenir dessus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les autres niveaux de réaffliction qu'on est en train d'utiliser en permanence, parce que ça va vous éclairer pour la suite. Donc on a la fliction première, enlevez ça. La fliction première, donc, qui est le niveau premier du héros-héros. Ensuite, la coryphée, qui est le premier personnage extra-diégétique. Premier narrateur extra-diégétique, pardon. Et ensuite, on a la série des Korut. Premier Korut de la situation, le Sherman, qui gère les questions d'assises et de siège et de propos. Ensuite, on a le chimiste, qui gère les états de la matière. Et on a donc le Korut que vous allez rencontrer maintenant. Et les chimères Gestalt, dont vous êtes plutôt au point maintenant, je pense. Donc voilà. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va réinterpréter cette réaffliction parce qu'on a rencontré un problème. Un problème qui a été posé par notre Korut, notre Channel 5, qui, après la première... en fait, c'est un plan partition, vous avez lu, et le plan partition s'est avéré insuffisant. Ça, révélé par le premier afflictionnement de Michémout. Donc c'est le premier passage un peu dramatique. Je vous laisse écouter posément. Maintenant qu'il a parlé de bouge, Tout part je vais essayer. Mais c'est long, c'est le regard d'un peu. Allez, c'est un classe. Maintenant, je reprends ce qu'il faisait. Ouais. Mais je m'exprime très vite. L'évolution de ce personnage, je verrai. Donc c'est pas que c'est évident dans le choix des figures, mais à la manière dont c'est difficile. Moi, je suis tout à fait extérieure. Donc ça va parler Voilà, donc Michémout a souligné la fuite de la pensée pendant la promenade partition, et il a fallu donc tenter de la réafflictionner dans le réal. Donc, réaffliction dans le réal d'une promenade, ça se passe par unification temps-lieu avec moi, le gène, c'est toujours moi qui parle. Donc je vais revenir par intervenir pour
réaffectionner et donner vie aux éléments de la partition. Alors, ça sera un peu une façon de commencer. Donc je vais vous demander de comprendre ce que je dis. C'est-à-dire pas tant retenir ce que je vous ai dit, que d'essayer de le prendre en compte pour vous-même. Qu'est-ce que ça peut bien avoir comme intérêt pour vous de prendre en compte quelque chose que j'essaye de vous dire? Ça veut dire que prendre en compte ce que j'essaye de vous dire, c'est une façon de traduire dans votre propre langue ce que vous comprenez de ce que je dis, donc de ma langue. Alors, traduction, ça vient de tradere, qui veut dire trahir. Donc, au lieu de m'être fidèle, je vous demande de me trahir. C'est-à-dire de trahir mes paroles pour que vous vous les appropriez. Lumière, Thibaut, s'il te plaît. Alors, là, on est typiquement dans une illustration de screen réapplication, un moment bon, performatif live, avec donc l'accidentel. Donc là, j'explique, vous vous rappelez notre channel numéro 4, celui de la chimie. Donc, il y a un problème de transmission thermique qui fait cracher le système. Et ça nous a donné une première piste de, si ça ne fonctionne pas chimiquement, il y a une autre anomalie. Donc on avait déjà 2 anomalies dans nos 6 flux réaffectionnels, donc le flux chimique et le flux de la coryphée qui s'assemble avec Wickenmuth, évidemment. C'est jamais l'un sans l'autre. Hein. Et donc on fait sauter la diffusion de cette réaffection. Donc nous allons la reprendre de ce pas et on va souhaiter, même si c'est certainement ce qu'il y aura de plus performatif dans ma performance d'aujourd'hui, que ça ne se reproduise pas. C'est-à-dire de trahir mes paroles pour que vous vous les appropriez et que vous arriviez à en faire quelque chose qui soit une création dans votre propre langue. donc le 15 mars dernier, j'avais rendez-vous avec le dissécateur Sacrificante, Paul Wedger et quelques autres pour préparer l'exposition que j'ai fait ici l'année dernière. Donc ils sont pas venus, alors j'ai fait ça. Et puis... donc c'est en lien avec ce logo que j'ai jamais vraiment complètement compris, sans jamais poser la question, parce que je me disais que devait y avoir une bonne raison, et que c'était jamais vraiment le moment. Donc j'ai commencé à lancer une enquête, une analyse mythe-analytique, pour cette promenade mythe-analytique, et je me suis rendu compte que déjà j'avais fait une erreur. J'ai commencé par tomber dans le piège, c'est-à-dire que j'ai posé l'objet comme champ et le sujet comme éventuel objet. Donc il y avait déjà une erreur. J'ai... Ok, là on a un vrai problème. Dernière tentative, et sinon on trouvera une solution alternative si possible. Et je me suis rendu compte que déjà j'avais fait une erreur. J'ai commencé par tomber dans le piège, c'est-à-dire... Donc il y avait déjà une erreur. J'ai mis Mickey dans Duchamp. Et le logo mercien, ça n'a jamais été ça. Donc il m'a fallu rétablir cette vérité, et je me suis posé la question de comment on rejoignait les choses, et donc j'ai exploré un peu Duchamp, et je me suis dit qu'il y avait une chanson que j'avais quand j'étais petit. Duchamp est normand, il a vécu à Blainville, pas très loin de là où Paul-Jacques Gilbert a grandi. Et c'est une chanson qu'apparemment que les Normands connaissent, alors si vous la connaissez aussi, n'hésitez pas à chanter. Ça fait comme ça. J'ai perdu ma clé, moi aussi, dans un champ de blé, moi aussi, je l'ai retrouvée, moi aussi, dans un champ de blé, moi aussi, j'ai perdu ma clé, moi aussi, dans un champ de blé, moi aussi, je l'ai retrouvée, moi aussi, dans un champ de blé, moi aussi, j'ai perdu ma clé, moi aussi, dans un champ de blé, moi aussi, je l'ai retrouvée, moi aussi, dans un champ de blé, moi aussi. Ok, donc je vais danser.
Donc voilà, là c'était la traversée du champ. Bon, je crois qu'on va passer sur la solution alternative. Donc je pense qu'on peut reprendre le programme et je charge mes vidéos là où... D'accord. Donc voilà, là c'était la traversée du champ. Donc j'ai repris l'espace appartenant au personnage pour remettre l'objet en tant que personnage dedans. Voilà. Mais apparemment, ça suffit pas pour faire rentrer Duchamp dans Disney. Alors voilà. Là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait exactement le parcours initiatique du Champien. On arrivait finalement en rue Larrey, dans le 11e, pour voir la porte ouverte fermée de Duchamp. Donc, principe de réflexion simple, je vous l'explique, c'est juste me mettre dans le même espace-temps avec un objet. Donc voilà, donc je me suis rendu à Marne-la-Vallée pour essayer de réaffectionner ce moment. Sauf que je suis arrivé un peu tard en train et les portes étaient fermées. C'est un moment où la réafflexion a fonctionné, pour le coup, on était vraiment bloqué à la porte de Disneyland. Et qu'il fallait en effet aller à Philadelphie. Et on a donc immédiatement un nouveau trap mercien, qui serait de confondre l'oxymorisme et l'assemblage frictionnel. L'assemblage friction qui permet de penser l'un, l'autre et l'entre-deux en même temps. Et c'est ce qui permet de faire le lien en posant l'égalité de La Fontaine, qu'on a mis Moot, et de Mickey, sous ce terme d'œuvre. Donc une égalité qui va nous permettre de poser une équation qui va nous permettre d'arriver à Mickey Moot comme une figure représentant le logo hertzien. Donc on est bien dans un assemblage frictionnel, on a friction logiquement entre Mickey rétinien et Moot conceptuel, mais Mickey ce sont les oreilles, donc l'audience dans une audience par opposition au regardeur, donc la figure fait le lien, l'assemblage. Alors un dernier moment de réflexion, après je vous laisse un peu tranquille. Donc je me suis rendu au musée de Philadelphie pour essayer de réaffectionner tous ces éléments du Champien. Donc là je me réaffectionne tout simplement avec toutes les pièces. Donc je suis dans le même espace-temps, elles existent, la chose est accomplie, dirons-nous, le plan partition a atteint sa réaffliction au moins minimale. Donc voilà, là, juste une action avec l'audience. C'est très didactique. Hein. Et là, je me suis rendu à l'Ardrossan Estate, c'est-à-dire c'est l'endroit où George Cukor voulait tourner la scène, voulait tourner tout le film d'ailleurs, le Philadelphia Story. Donc j'ai été bloqué à la porte parce que c'était privé. Et la chose ne s'est jamais tournée là-bas, elle s'est tournée à Hollywood. Alors bon, donc l'idée c'était pour comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, c'était un échec, c'est que on est dans l'amphithégèse, parce que Mickey Moot est à la fois le sujet et le destinataire. Donc il est comme ça en orbite autour du schéma dialectique et on ne peut pas lui donner de statut. Donc pour lui donner un statut, on lui a décidé de lui donner un statut de jugeur. Et cette thèse trouve un appui particulier dans The Worm Turns, en 37, où on trouve aussi une vraie souris en compagnie de Mickey, qui n'ont pas la même échelle et pas le même comportement. Donc tout ça pour nous amener à la dernière apparition trappienne dans Mickey, en 32, 3 ans après sa création dans The Whoopie Party, qui présente Mickey jouant du trap, de la trapboard, de la planche à pied, où on a pu observer un rapport au clavier, analytique, donc le clavier comme planche à clé ou planche à piège, entre 29 et 42. Donc ce que vous voulez voir ici, c'est la recréation des ranges de flusher et de flusher émetteur, et de comment on peut penser ce mode de jugement par une mécanique d'attraction-éjection. Donc on a un caméra mapping à quasi 360 degrés autour de ce trapboard, et je dis quasi parce que en plaçant le trapboard comme centre, on a un angle de 90 degrés qui est laissé vierge de toute image de projection et qui correspond en fait à la position spectatorale prévue par Disney. C'est-à-dire qu'on a un 270 degrés autour de l'angle droit du piano, et ça c'est pour la planche à clé, et la seule image qui donne contre-champ, c'est notre planche à piège de la Whoopie Party. Et si on transpose donc ces 90 degrés à la verticale, on obtient un range dans lequel doit se trouver non plus le spectateur mais le regardeur pour donner sens à la fontaine. Et le point marquant le trapboard devient la cible du franco-saxon Scheibe, le disque est populairement le rond. Le rond qui, pour exister dans l'espace réel, doit être extrudé en cylindre, en rondin.
Ce rondin qui permet de répondre à la pseudo-dichotomie du logo mercien. Car il n'y a jamais eu seulement 2 composants héraldiques dans le logo, mais bien 3. C'est un nouveau trap mercien, car le rondin a toujours été au centre de la fontaine, et on doit le viser pour accéder à ces différentes conceptions. Donc avec le rondin comme référent, on est ici dans un pointer receiver, ou pointer du champien, donc c'est bien le regardeur qui vient remplir l'œuvre, il vise, c'est son attention qui fait, et il s'oppose au flusher, comme on peut voir maintenant, dans une opposition synégétique, donc qui vient de la chasse. Le pointer c'est celui qui tombe en arrêt et désigne le gibier, et le flusher c'est celui qui ramène la proie. Donc le flusher c'est une position un peu particulière. Le flusher de contenu, comme on a ici, serait l'hypothèse d'une œuvre sans spectateur, donc qui s'alimente d'elle-même, et où la cible devient le point d'évacuation nécessaire pour éviter le débordement. Alors évidemment, quand je dis artiste sans audience, c'est plus ne pas faire pour l'audience, c'est faire un peu malgré elle plutôt que de faire sans audience littéralement. Pour faire fontaine, on remplace donc le jet remplisseur par un dispositif de nettoyage, d'évacuation. Alors mes excuses si tout ça semble un peu potache, mais il s'agit en fait d'un pendant à De Proctologica Melancholium de Pierre Merthier, qui reprend sa réflexion sur les lartrines, lieu qui doit être rendu adéquat à la miction, qui est plus procto-hémétique dans De Proctologica, et on en explore ici le pendant uro-hémétique. Alors niveau interprétation, l'opposition flusher-pointer n'est pas suffisante. On se retrouve rapidement avec une fork, au moins au niveau du pointer, parce que si on considère le cylindre non plus comme patient mais comme agent, on est obligé de dégager le pointer émetteur, donc en opposition au pointer receiver qu'on avait avant. Donc c'est l'œuvre qui envahit le public, et c'est donc le pointer disneyen, où on trouve cette idée d'une démarche entrepreneuriale qui cherche à devancer le regard du spectateur, à aller en amont de l'offre pour créer une demande, et modifier cette demande. Et c'est comme ça que les studios se sont développés au travers de Mickey, contre l'attente des producteurs et du spectateur, en imposant notamment le synchro, le passage à la couleur, les modifications d'anime, etc. Et donc pour faire face aux 2 pointers, il nous faut bien donc 2 flushers. On avait le flusher de contenu, il nous faut le flusher de contenant. Donc le flusher mercien, une forme d'ultimate flushing qui traite de l'artiste sans œuvre. Ce qui nous permet d'une part d'éloigner du champ de la thèse de Jouanet et donc le pointer receiver de la question de l'artiste sans œuvre, de par son incompatibilité avec l'automusification qu'on a vu plus tôt, et d'autre part de reposer l'artiste comme référent au centre du sujet, l'œuvre ne devenant qu'une forme de superfluide superflu pour faire le lien. Voilà, donc réaffliction rapide de Rondin. Donc on était au musée Rondin de Philadelphie et on a pu voir les bourgeois de Calais de Rondin. Voilà, c'est une réaffliction simple. Espace, temps, je suis là, je suis très didactique. Je vous montre que j'étais dans le même espace. Quoi. En 2 plans. J'y étais bien, quoi. Donc tout ça vient de la Gestalt, quand même, pour revenir. La Gestalt qui est et proposition. Et moi, je suis, en tant que chimiste, pardon, mais je suis pro-audience. Donc l'audience serait suffisante, donc je serais pour une œuvre d'art sans œuvre, un artiste sans œuvre, mais avec audience. Alors voilà, là c'est un peu le point culminant de la réaffliction, c'est le moment où donc, je me suis rendu au musée de Philadelphie, dans l'aile droite, non loin du champ normalement, on trouve la pensée de Rodin, et la pensée de Rondin n'était pas là. Donc j'ai demandé au gardien, la pensée de Rondin était sortie, donc je suis dit ok. Donc entre-temps j'ai été au Mess de New York, il n'y était pas non plus, et au musée de Brooklyn où il y avait aussi une exposition Rondin, et il n'y avait pas non plus de Rondin. Donc je me suis rendu au musée Rondin de Paris, donc j'ai été voir, essayer de trouver désespérément la pensée, et la pensée était aussi sortie. Donc c'est là que j'ai commencé à avoir des pistes sur ce que disait Mickey Mood dans la scène d'entrée, c'est-à-dire que cette promenade, en tant que partition, était peut-être fonctionnelle, mais en tant que réaffliction, on y perdait la pensée. On avait beau essayer de la chercher, on pouvait la représenter, mais on ne pouvait pas y accéder. Et la chimère Gestalt serait, elle, pour un artiste, une œuvre sans audience. Oui, c'est ça. Et répondre à ce débat gilberto-mercien inachevé, il est inenvisageable d'avoir un artiste sans audience, parce qu'elle est ce qui dit sur l'œuvre, et ce en quoi elle est empreinte. Et donc là, ce que j'essaie de proposer, c'est une œuvre d'art avec et sans audience par l'artiste. C'est-à-dire que c'est l'artiste qui est devenu audience, et c'est ça qui a fait l'éclipse au Létais, et qui a amené à la mélacélidophobie. Ça va aussi ici, tout le monde va bien. Vous pouvez vous déplacer si vous êtes mal assis, n'hésitez pas, c'est important l'assise du propos.
su réapproprier ce personnage de Mickey Moot qui fait lien à partir du spectant vers l'audience, puisqu'il a les yeux du spectateur, les oreilles de l'audience, le visuel en fait J-Chopien et Louis Disney. Ce Destuber, c'est l'éprouveur qui est là aujourd'hui. Donc là, Mickey Moot, pour moi, donc c'est l'incarnat de cette nécessité d'un audience, cette nécessité d'un assistant, qui est l'éprouvant global selon Marie-Madeleine Berdan-Roux, qui est à la fois éprouvant en tant que physiquement ressentant, écoutant et voyant. Et là, ça m'a permis de réorchestrer peut-être cette histoire donc, de modification de mon solvant qui était passé de cet état de réaffliction à cet état de fluid love loop. Et donc là, on va juste voir Mickey Moot partir avec Anne Lee, parce qu'ils ont des choses à se dire. Anne Lee étant détentrice enfin la représentante d'une conservation de l'œuvre par l'audience en tant que fluide mémoriel. J'attends à venir une discussion entre les deux. Et ce fluide love loop que maintenant c'est un peu voir, c'est ce fluide d'attraction-réjection. Donc on va parler de poisson. Donc l'invention collective, c'est la manière dont on a réussi à solutionner en proposant un nouveau solvant le problème des trois solutés dans le solvant réaffliction. Donc on était dans l'espace de la Z-scène, qui est un espace donc, de réaffliction spécifique. Vous avez la zone réafflictionnante. Donc en gros, c'est donc cette Cary Grant qui repousse Katharine Hepburn dans un geste de violence genrée. Qui était à la base une absence de réflexion sexiste de Paul Giltbert, qu'il a assumé pendant assez longtemps et qui l'a amené à se pencher sur la question de la violence et notamment de la violence de genre. En distinguant d'abord les différents types de love. Donc il y a 3 types de love qui ont été mis en place. Il y a le love romantique qui est le love primaire. Ensuite on a le love de la proposition, donc love culturel disons. Et après on a le meta-love, c'est-à-dire la capacité d'attraction-réjection de la love loop elle-même. Donc vous allez voir, il y a discussion sur le fait que Cary soit un mood répété, mais c'est un autre débat. Donc là on est vraiment dans cette question de poisson. Le too many fish in the sea, c'est une des perdues, 10 retrouvées. Ça s'en va et ça revient. Et là on arrive dans le moment où la musique, la religion et l'amour, trois champs culturels transcendants, sont amalgamés dans le Sea Peuple et on le découvre par Katharine dans la douceur du chant. Et c'est aussi proche qu'on sera d'une définition de ce solvant. D'ailleurs on le définira comme le tas, le trigger d'autorisation sensible. Et là, les 3 champs vont se mélanger pour devenir le fluid love loop. Donc voilà, j'en ai profité pour devenir aussi une 6 personnes dans l'intervalle. Donc la question c'est de savoir si vous voulez, d'une part si vous êtes pêcheur ou poisson, si vous êtes rejeté ou rejetant. Là maintenant on a donc 2 hybridations symétriques, c'est pas carrément opposé. Donc l'invention collective et la 6, donc 6 peuples, la 6 personnes. Donc on a utilisé cette tête de l'invention collective pour venir recharger le temps de la love loop, donc qui est le flux de love loop que vous pouvez voir qui est là aujourd'hui. Donc je suis devenu Justana Hoffman, donc Justana parce que Justin Bieber et Hannah Montana symbiosés dans la même personne pour tenter de répondre avec l'aide de Mallarmé, de Jankelevich, de Adorno, mais aussi de Lil Pump et du mumble rap et du jitterbug adornien à cette question quel est le sens de la musique. Et le sens de la musique c'est la communauté et le transversement genre et du nombre sur la même personne. Donc qui permet de rebasculer et de réintégrer le fluide en son propre sein et de créer une version du jugeur autotenant. Et une fois ça solutionné, ça nous a permis de pouvoir commencer à penser la structure de l'état de siège, c'est-à-dire le jugement mickeymoutien en Destuber. Donc je fais très vite, mais c'est pour vous expliquer donc la nature de la cuve et la nature du fluide, ce nouveau solvant.
sonneras-t-on la mort du sonneur? Quand sonnera-t-on la mort du sonneur? Quand sonnera-t-on la mort du sonneur? Quand sonnera-t-on la mort du sonneur? Donc là, c'est le moment où on en est à peu près maintenant. Donc ça se ressent pas du tout. Mais en fait, je suis en tension. On a fait le tour de tous les ingrédients. On est passé par les différents solutés et sans solutés. La manière dont la solution ne s'est pas faite, dont elle a échoué. Puis le nouveau solvant proposé. Donc il y a la chimère Gestalt qui est projetée. Et là, c'est le moment où il faut que... Alors, si vous le voulez, j'ai besoin de vous rappeler qu'il y avait Mickey Mout qui était là. Il est toujours là. Et de savoir, vous, où est-ce que vous positionnez donc, votre assise. Donc c'est la question de savoir si on est encore en état de siège, si on est dans l'état de siège ou dans l'assise du propos. Est-ce que vous êtes du côté de la chimère Gestalt? C'est-à-dire que pour vous, le propos est ce qui nécessite le plus d'assises, c'est l'important, disons. Ou est-ce que vous êtes comme moi et vous participez donc de la réflexion et vous vous dites que l'important c'est le passage du propos vers l'audient, vers l'éprouveur, test-tubeur. Donc ce que je vous propose, c'est de rejoindre un des deux camps corporellement, si vous le voulez bien. Ceux qui vont avec le Gestalt se posent par ici, et ceux qui restent avec moi peuvent se mettre ici. Donc si vous avez des questions à poser pour mieux comprendre, si c'est toujours pas clair, on peut aussi attendre ici. Moi je reste comme ça en attendant. Il n'y a pas d'avis, hein. Donc ça a été un des premiers moments de l'échec. Des questions? On sort la réflexion. On débranche. Voilà, parce que là je suis sous performance perfusion, et l'échec du renversement du fluide love loop dans le test-tubeur qui a été refusé par les test-tubeurs. Donc est-ce qu'il était trop visqueux? Est-ce que je sais pas. Il s'avère que ça n'a pas fonctionné. Je me suis dit, le fluide love loop c'est quoi? C'est une pompe. Et si j'inverse la pompe, donc vous voyez, je me suis dégonflé en fournissant de la réflexion, et maintenant je pourrais peut-être reprendre du fluide love loop. Il vient d'un problème non résolu, qui est le problème de l'amphithiégèse. Qui serait en fait ce moment de mimésis 4, on peut appeler ce paradoxe de la mimésis 4, où on serait dans une grosse figuration parce que reconnaissance de la mimésis même. Une prophétie autorégulatrice d'une certaine manière. Donc tout ça nous a permis d'expliquer pourquoi le statut de l'auteur test-tubeur était infonctionnel. Vous avez pu voir que le nouveau dispositif pour tenter de rétablir, et je ne sais pas si ça va fonctionner. Peut-être si vous aidez et que vous chantez, ça pourrait faire une diversion. Quand sonnera-t-on la mort du sonneur? Quand sonnera-t-on la mort du sonneur? Maudit sois-tu Carillonneur, toi qui naquis pour mon malheur. Dès la fin du jour, à la cloche il s'accroche, et le soir encore carillonne plus fort. Quand sonnera-t-on la mort du Donc là, il semblerait que j'ai été mis à l'échafaud. Donc c'est la sortie de l'état de siège qui faisait suite à l'assise du propos, qui faisait même suite à la mise au banc, chose à
cataphalicum, la tour de défense de la chimère gestalt. La catastasis, le strate pour jouer, c'est un ouvrage de charpenterie, élevé ordinairement par degrés en forme d'amphithéâtre. Donc on est dans une nouvelle production de cet état de siège. On produit un siège échafaud, un siège par lequel on exécute le criminel. Donc mon jugement a été fait. Mickey Mout, le testubeur, a comme ça décidé de choisir la chimère gestalt. La réaffliction a décidé, Mickey Mout a décidé, vous, en tant que testubeur, avez décidé. Et donc je suis privé d'adresse. Et là, donc, il faut évidemment que je me remette fictionnellement en question.